Bonjour à tous, bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur i24 News. Aujourd'hui, dans notre grand dossier, nous allons parler diamants. Vous le savez sans doute, Israël est un pays réputé au niveau mondial dans la vente des diamants. Nous allons découvrir ensemble la bourse des diamants située près de Tel Aviv, à Ramat Gan, créée en 1937. Cette bourse est l'une des plus anciennes de la planète. Elle présente le cœur du secteur des diamants. Cette salle des ventes est la plus grande du monde. Israël propose d'aller voir des diamants de toutes les formes et de toutes les couleurs, du traditionnel, du rond, du brillant, brut et taillé. Ces diamants sont des plus variés. C'est vraiment ça la plus-value d'Israël sur le marché du diamant mondial, des tailles et des coupes inattendues. Alors pour découvrir les diamants, ceux qui les vendent, ceux qui les achètent, ceux qui font leur valeur, avec moi en plateau Marie Semelin. Marie, bonjour. Bonjour. Alors vous avez été en charge de cette enquête, je pense qu'elle vous a beaucoup plu, cette enquête. Vous êtes rendu à l'intérieur de cet univers plein de facettes, vous allez tout nous dire et puis nous faire rêver comme vous avez rêvé, j'en suis sûre. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir une gémologue, vendeuse de diamants, Léa Kalepski. Bonjour, bienvenue. Vous allez nous expliquer comment reconnaître un vrai d'un faux diamant, par exemple, tout un métier. Et puis surtout les pièges qu'il faut éviter si on veut acheter un diamant. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Puis Marianne Bougrain est devant son ordinateur. Elle intervient, je vous le rappelle, en direct tout au long de notre émission. N'hésitez pas à lui envoyer vos questions, vos commentaires. Ici, à Midi Ensemble, nous adorons vous lire à Midi Ensemble à 1001 facettes. C'est le programme d'aujourd'hui. Surtout, restez avec nous. Mais d'abord, justement, une entrée exceptionnelle dans cette bourse du diamant près de Tel Aviv. Notre caméra a pu se faufiler dans les bureaux des diamantaires. Marie Semelin, vous nous ouvrez cet univers et puis on en parle après. Vous allez voir, c'est digne de Fort Knox, quand même. À Tel Aviv, le quartier des diamants, c'est 4 tours dont l'entrée est ultra sécurisée. Interdiction de filmer la sécurité, badge avec photo toujours visible et prise d'empreinte digitale. Mais une fois à l'intérieur, plus besoin de ressortir, les bâtiments sont reliés par des couloirs internes. Ici, nous sommes dans une ville dans la ville et le point central, c'est la bourse du diamant. Au-dessus se trouvent des centaines de bureaux de diamantaires comme celui de Kobi Koren. Now we are sitting in one office. Là, nous sommes dans un des bureaux, un des 800 bureaux. Toute l'industrie du diamant en Israël est entre ces murs. Israël est l'un des plus grands centres du monde et cet ensemble de bâtiments est le plus grand du monde. La bourse a 3500 membres. Tous les jours ici, il y a entre 12 et 15 000 personnes. Tout est sécurisé à 100% et on a des restaurants, une synagogue, des banques, des sociétés pour envoyer les livraisons et même des bureaux du gouvernement. Tout est là. Kobi Koren est dans le diamant depuis plus de 40 ans comme l'était son père. Il est spécialiste des diamants pour montres aux bijoux et même après 40 ans, la découverte est toujours là, comme quand il se penche sur un ensemble de pierres brutes achetées en bas à la bourse. À chaque fois que vous travaillez, que vous regardez un diamant, vous apprenez quelque chose. C'est très très intéressant, vous comprenez. Chaque pierre est différente d'une autre. Et pour chaque pierre, vous devez penser à comment la tailler, comment la sortir et quelle coupe vous donnera le meilleur prix. Connaître les diamants, c'est exactement le métier de Yehuda Yakar. Depuis 35 ans, dans une des tours, il enseigne la gémologie. Avec des filiales en Inde, en Russie et au Japon, l'école est au centre de l'industrie du diamant. Et beaucoup d'élèves sont déjà dans le secteur, mais ont besoin d'améliorer leurs connaissances. Quand vous achetez un bijou ou une pierre que vous payez 5, 6, 7 000 $ pour quelque chose qui fait parfois moins de 1 cm, ils veulent avoir l'assurance que ce qu'ils payent vaut ce qu'ils ont en échange de ce prix. Ils ne veulent pas se faire avoir ou arnaquer. Excusez mon langage. Et c'est le cas de Samuel qui, depuis quelque temps, vend du diamant sur Internet. La valeur d'un diamant peut varier du simple au double sur certains critères qu'on ne peut même pas imaginer, qui sont impossibles à voir à l'œil nu. Et ça, c'est très important parce que quand quelqu'un achète un diamant, il a besoin de savoir qu'il a payé le prix qu'il fallait payer. Quand on vend sur Internet, on a besoin d'expliquer exactement ce qu'on vend. Un client ne peut pas acheter un diamant s'il n'y a pas un certificat clair et net qui explique ce qu'est la pierre, son poids, sa couleur, sa pureté, sa valeur. Ici, les élèves apprennent tout, reconnaître le vrai du faux, choisir, polir, tailler et ils étudient avec de vrais diamants et ça a parfois des inconvénients. Les pierres savent comment voler d'un endroit à un autre. Et il y a certaines procédures quand une pierre tombe. D'abord, il faut déclarer qu'une pierre est tombée. Puis tout le monde se met par terre, et cherche la pierre et personne ne sort tant que la pierre n'est pas retrouvée. Rien ne se perd, il n'y a que du volé. Et si c'est perdu, on retrouvera, peu importe que ça prenne 5 minutes, 5 heures ou 5 jours, on trouvera.
we'll find it. Dans ces tours, il y a tellement de diamants qu'on en oublierait presque que ces petites pierres valent beaucoup d'argent. Des diamants à chaque étage qui partiront ensuite aux États-Unis, à Hong Kong, en Suisse ou ailleurs. On passe avant la politique, vous savez. Nous faisons affaire avec des États avec qui nous n'avons pas de relation. Le business, c'est le business. On vend des diamants tout autour du monde. Il n'y a pas de carte d'identité sur un diamant, pas de passeport. Parce que quand ça brille, on ferme les yeux. Alors Marie-Sémin, il y a très peu de gens qui peuvent rentrer dans cette bourse du diamant. Racontez-nous comment s'est passée cette visite. Oui, vous parliez de Fort Knox, c'est à peu près ça. Les procédures de sécurité sont extrêmement strictes. D'abord, n'importe qui ne peut pas rentrer. On ne peut pas taper à la porte et passer le pas de la porte. Il faut pour les journalistes, en tout cas, que quelqu'un qui travaille à la bourse du diamant vous accrédite, fasse une demande d'accréditation pour vous. Et ensuite, ça marche à l'empreinte digitale. Ça veut dire que vous arrivez, on prend votre photo, vos index, et c'est comme ça que vous passez les portes. C'est comme la douane, quoi. Et c'est pire que la douane, c'est pire que la douane. C'est pas qu'un simple badge avec une photo. Le personnel de sécurité, lui, est passé au détecteur de mensonges parce qu'il y a quand même des sommes d'argent absolument phénoménales avant de se faire embaucher. Il y a des diamants partout, à la bourse évidemment, dans la bourse du diamant, mais aussi dans les bureaux des diamantaires. Et à l'intérieur, évidemment, il y a des coffres forts, mais après c'est un peu comme un appartement. Il y a des gens qui sont plus ou moins ordonnés que d'autres. Donc par exemple dans le bureau de Kobe Koren qu'on a vu dans ce reportage, il y a des petites pierres qui se faufilent un petit peu partout. Donc vous voulez dire qu'il n'est pas ordonné du tout, lui, par exemple. Je ne me permettrai pas de juger, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut perdre parfois un peu le sens des réalités. Lui, il me disait, bon, voilà, on perd une pierre, 200 euros, 300 euros. C'est pas grave, c'est son bureau. Il a toute confiance parce que la sécurité est très élevée, parce que chaque personne qui met un pied dans son bureau est une personne de confiance et il sait qu'il la retrouvera. Donc, il n'y a pas de problème. Alors vous êtes donc vous vendez des diamants, vous êtes aussi gémologue. Est-ce que vous avez déjà été dans cette bourse des diamants? Oui, alors moi par exemple j'ai fait mes études de gémologue à la bourse de Ramat Gan. Et alors, qu'est-ce que vous en avez retenu? Alors je confirme ce que vient de dire Marie, c'est vraiment la sécurité est très très accentuée là-bas et il y a vraiment des diamants à tous les étages. Comment vous avez voulu être gémologue? Alors moi, en arrivant en Israël il y a maintenant 10 ans, j'ai travaillé chez Padani, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans cette grande maison d'excellence. Et au bout de quelques années, j'ai souhaité vraiment me spécialiser dans le diamant, pour être à même de vraiment conseiller au mieux, orienter au mieux nos clients. D'accord. Alors justement, pour qu'on se rende compte, Marie Semelin, quelle est la place aujourd'hui d'Israël dans l'industrie du diamant mondial? Alors Israël a une place, on va dire, comparée à la taille du pays, qui est très importante dans l'industrie du diamant, parce que l'État hébreu fait partie du top 5 des exportateurs. Pour 2014, il était en 4e place avec 14% du marché, ça fait 20 milliards de dollars. La première place, pour qu'on se rende compte des échelles de valeur, c'était l'Inde, donc quand même un mastodonte qui a la première place sur le marché et qui exporte presque 17%. Vous voyez, Israël 14, l'Inde 17, on n'est pas très très loin. Ça veut dire quoi exportateur? Ça veut dire que sur le marché du diamant, il y a bien sûr des pays qui sont producteurs en quelque sorte, si l'on peut dire, parce qu'évidemment le diamant, c'est la nature qui les produit, donc c'est des pays qui font de l'extraction du diamant. Et là c'est la Russie qui occupe la première place. Ensuite bien sûr beaucoup de pays africains comme l'Angola, l'Afrique du Sud, la Namibie, etc. Et les pays comme Israël, c'est ceux qui viennent dans un second temps, c'est-à-dire qui achètent du diamant brut et qui ensuite soit le revendent brut avec une marge évidemment, soit le taillent, l'assertissent et ensuite le revendent. Alors justement, nous sommes descendus dans les rues de Tel Aviv et nous vous avons demandé à vous si vous connaissez la place d'Israël au niveau mondial sur le marché des diamants. Regardez. Je pense les premiers. Je pense qu'Israël est bien classé, mais je ne sais rien sur les diamants. Les diamants bijoux, je crois que c'est un des premiers au niveau de la taille des diamants, au niveau de l'exportation des diamants taillés. Je ne dirais pas que l'on est dans le top 10, mais je pense que l'on doit être les 24e, 25e, quelque chose comme ça. C'est plutôt bien. Israël n'est pas un pays très riche. Donc oui, je pense que l'on est bien placé. Les filles aiment aussi les diamants ici. Les garçons aussi. Je sais que l'on est premier ou deuxième. Je ne pense pas que l'on soit premier, mais beaucoup de businessmen israéliens travaillent en Afrique dans le secteur du diamant. Je ne pense pas que les Israéliennes aiment tant les diamants. On est assez simple, je ne sais pas. D'accord. Alors Léa Kapelski, vous vendez du diamant. Dites-nous combien de personnes il faut pour arriver justement avec cette chaîne de fabrication à la fin pour pouvoir le vendre. En fait, si on part de la mine jusqu'à notre boutique, le diamant il passe dans les mains d'une 30aine de personnes environ.
C'est-à-dire qu'il va falloir extraire le diamant, en recueillir la plus belle partie. Ensuite, il va falloir le tailler, il va falloir le polir, le vendre sur une bourse, sur le marché du diamant. Ensuite, la boutique, le revendre à des revendeurs. Et il y a beaucoup d'étapes. Mais dites-moi, quand un client vient chez vous pour acheter un diamant, est-ce qu'il y connaît quelque chose ou bien pas du tout? Parfois, oui. Et parfois non. Quand ils s'y connaissent, ils ont vraiment bien appris leur leçon. Donc ils connaissent les critères de pureté, tous les critères dont on a besoin pour le choix d'un diamant. Et certains clients ne savent absolument pas. Et ils ont vraiment besoin de nos conseils. Mais justement, pardon Marie, mais apprendre aux clients comment choisir un diamant, comment reconnaître un beau diamant d'un moins beau, ça c'est aussi votre métier? Ah oui, tout à fait. C'est même l'essentiel de mon métier. Allez, je vous laisse parler, Marie. Alors, ça veut dire que quand quelqu'un arrive, entre quelqu'un qui arrive dans une boutique et qui dit « Bonjour, je veux acheter un diamant » et l'achat, est-ce que vous constatez la plupart du temps qu'il y a un processus d'apprentissage pour ces personnes-là? Tout à fait. Soit ils ont déjà un petit peu appris avant d'arriver, soit ils arrivent, on s'assoit ensemble et moi je leur explique vraiment quels sont les critères à connaître pour faire le bon choix. Mais ça veut dire quelqu'un qui rentre dans une boutique et qui dit « Je veux acheter un diamant » et qui part effectivement avec un diamant la première fois. Ça existe, ça? C'est rare, mais ça arrive. Ça arrive, bien sûr. Mais alors les gens... Quelqu'un qui va vouloir surprendre sa fiancée avec une bague de fiançailles le jour même, même s'il n'y connaît rien, il va arriver et va dire « Je veux demander ma petite chérie en mariage et trouvez-moi la bonne bague » et on le fait. Et la plupart du temps, ça prend 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, c'est... Pour une bague de fiançailles, par exemple, ça peut être en 2 fois, généralement. Une première fois, il vient, il regarde un petit peu, et puis quand il est décidé, le client revient. Et ça fait toujours plaisir, parce que c'est vrai qu'en général, il y a des modèles qu'on aime et puis des modèles qu'on n'aime pas. C'est compliqué quand même de conseiller quelqu'un sans connaître justement la fiancée. Bien sûr, et c'est pour ça que la plupart du temps, je pose des questions sur la personnalité de la personne qui va recevoir le bijou. Oui. Pour savoir, alors justement, vous le savez, Marianne est devant son ordinateur. Eh bien, elle est là avec des questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Nous avons reçu un message d'une téléspectatrice de Tours qui nous demande quelles sont les couleurs qui existent naturellement pour le diamant. Qu'en pensez-vous? Alors, ça c'est une question pour vous. C'est une question pour moi en effet parce qu'il existe toutes les couleurs de diamant. Au niveau naturel, vraiment. Ça part. Alors il y a des couleurs extrêmement rares comme le rouge ou le rose ou le violet ou encore le bleu. Ça, ce sont des couleurs qu'on trouvera très rarement et du coup le prix va s'en faire ressentir. Et puis après, on a plein de couleurs qui vont du vert en passant par le champagne, le brun, le cognac. Il y a énormément de couleurs. Mais alors pourquoi on a cette image de diamant incolore, de diamant transparent? Parce que c'est celui qui malgré tout a le plus de valeur et le plus de rareté. Alors justement, Marie, on parle d'Israël, mais dites-nous quelles sont les 5 principales bourses de diamants? Alors, les 5 principales bourses, Israël y occupe une bonne place avec celle de Tel Aviv, mais bien sûr, on a Anvers, on a New York aux États-Unis. Pour l'Europe, c'est Londres qui domine. Et évidemment, on en a parlé, l'Inde qui occupe une place de plus en plus importante. Et ensuite, les diamants de Tel Aviv, ils vont aller où? Ils vont aller aux États-Unis, à Hong Kong et en Belgique. C'est les 3 destinations principales pour l'exportation des diamants en Israël. C'est ces trois régions. Mais Marie, dites-moi, au niveau des valeurs marketing un diamant, à quoi ça correspond? Ça a évolué quand même. Ça a évolué, c'était rattaché à des valeurs comme la royauté, beaucoup. On connaît les diamants de la couronne qui sont exposés à Londres, qui sont un petit peu la référence du diamant. Mais maintenant, c'est dans nos sociétés marchandes où la rareté a un prix. Ça va aussi, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec une certaine exposition de sa richesse et de sa réussite sociale. Bien sûr. Et pour le pire ou pour le meilleur, d'une certaine manière avec l'amour, quelqu'un qui va recevoir un diamant va peut-être se sentir plus aimé, c'est pas forcément positif, mais c'est peut-être un peu vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et on va retrouver tout de suite Marianne pour d'autres questions téléspectateurs. Il y a une question. Effectivement, alors Evelyne de Rouen nous dit qu'elle voudrait investir et elle aimerait savoir si, tout comme l'or, le diamant est une bonne valeur refuge. Est-ce le cas d'après vous? Alors oui. En un mot. La réponse est claire? Selon moi, c'est oui, même si aujourd'hui, il existe assez peu de clients qui font de l'investissement avec le diamant. Ça reste quand même une valeur refuge, en effet. Marie, une réaction?
C'est vrai que le diamant d'investissement, on voit des articles dans la presse économique assez régulièrement sur faut-il investir dans le diamant ou pas. C'est quelque chose qui fait encore un petit peu peur. Ça reste minoritaire, c'est un tout petit peu moins de 5% du marché. C'est probablement parce que c'est pas très connu. On peut penser que c'est trop compliqué, trop instable, mais c'est rare et donc c'est une valeur a priori sûre. C'est juste qu'il y a quelques règles à respecter pour le diamant d'investissement qui sont évidemment pas du tout le même que pour un diamant personnel. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit facilement revendable, c'est-à-dire couleur classique, couleur D comme diamant, on en parlait, couleur incolore, et un poids qui fasse moins de 2 carats, parce que c'est trop gros, c'est dur à vendre, et plus de 0,5 je dirais. 0,5, exactement. Alors, les diamants qui ont inspiré énormément le cinéma, on va en parler tout de suite. C'est la fin de la première partie, mais on se retrouve aussi pour parler d'une facette beaucoup moins glorieuse, cette fois-ci de l'industrie du diamant. On va parler des diamants de sang. Restez avec nous. Vous regardez Midi Ensemble. Aujourd'hui, nous parlons des diamants avec vous, Marie Semelin, et vous, Marie Kalepsin. Alors, justement, Marie, on a parlé de la bourse, justement, ici en Israël, mais celle d'Anvers a connu de nombreux changements ces dernières années. Oui, c'est ce que j'ai découvert en préparant cette émission, c'est que la bourse d'Anvers, ce qu'on ne sait pas, ce que je ne savais pas en tout cas, c'est que 70% du marché à Anvers maintenant, c'est dur d'avoir des chiffres, c'est une estimation, est désormais tenu par des Indiens et non plus par des Juifs orthodoxes comme on l'a dans nos représentations et comme c'était le cas historiquement. C'est un mouvement qui a commencé dans les années 80 et qui représente bien l'évolution qu'a eu l'Inde sur le marché du diamant en général. Les acteurs de ce marché à Anvers maintenant, ces Indiens, c'est pas n'importe quel Indien, c'est des Indiens Jain, qui est une branche de l'hindouisme et qui viennent tous de la même région, le nord-ouest de l'Inde, dans la région du Gujarat. Et une de leurs spécificités, c'est qu'ils ont des règles religieuses qui sont extrêmement strictes. Donc professionnellement, on peut pas faire n'importe quel métier. Parce qu'il faut faire attention. Vous savez, c'est les gens qui se couvrent la bouche avec des petits mouchoirs pour pas avaler des insectes et qui font attention quand ils marchent dans la rue pour pas écraser quelque chose de vivant. Donc c'est très bien de travailler dans le diamant parce que c'est un environnement entre guillemets stérile et la matière sur laquelle on travaille n'est pas une matière vivante et c'est eux aujourd'hui à Anvers qui ont 70% du marché. Alors nous continuons à parler diamants ici dans Midi Ensemble, comment les choisir, ce qu'il faut investir, mais nous parlons aussi de leur facette sombre, celle du trafic des diamants de sang. Désormais le marché est réglementé par le processus de Kimberley, une charte signée par 80 pays et qui doit garantir que le diamant ne vient pas d'une zone de conflit. On essaie d'y voir un peu plus clair dans tout ça, puis on en parle après avec vous, mesdames. Les années 90 sont celles des guerres africaines. Angola, Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire et les mines de diamants financent les groupes rebelles armés. En 2000, les pays d'Afrique australe, d'où vient plus de la moitié du diamant brut dans le monde, se retrouvent à Kimberley, en Afrique du Sud, pour prendre des mesures contre le business des diamants de la guerre. Dans la foulée, les Nations Unies adoptent une résolution pour un système de certification des diamants bruts qui s'appellera Kimberley, où 80 pays sont représentés et plus de 15 ans après, les diamants de guerre seraient passés de 15% à moins de 1% du marché. Et lorsqu'un pays ne respecte pas Kimberley, alors c'est l'embargo, comme pour la Côte d'Ivoire, interdite d'exporter pendant presque 10 ans, ou encore la Centrafrique sous embargo depuis 2013 quand le pays s'est déchiré dans un conflit ethnique, un embargo en partie levé en juin dernier. Problème, les pays qui veulent appliquer le processus de Kimberley ont parfois des institutions trop faibles pour pouvoir le faire ou pour vouloir le faire et les gouvernements eux-mêmes ne sont parfois pas très regardants. Autre critique, Kimberley ne concerne pas la violation des droits de l'homme, notamment celui du travail des enfants et la corruption met l'argent dans les poches des exploitants, pas des chercheurs de diamants. Alors comme le dit l'ONG Amnesty, les diamants doivent être une bénédiction, pas une malédiction. Alors la réglementation, Marie Semelin. La réglementation en Israël, c'est ça, c'est ce qu'on vient de voir, c'est le processus de Kimberley. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que lorsque ce processus s'est enclenché, lorsque 81 pays ont décidé d'en faire partie, eh bien il n'y a plus vraiment de choix pour les acteurs du marché du diamant. Soit on est d'accord avec ce processus et dans ce cas-là, on peut continuer à jouer avec les autres sur le marché du diamant. Soit si un pays refuse, eh bien dans ce cas-là, c'est l'exclusion à court et à long terme. Léa, la provenance du diamant, c'est important pour vos clients ?
Oui, non, c'est-à-dire que les clients qui rentrent chez nous dans nos boutiques Padani, ils savent qu'on travaille avec des diamants qui font partie du processus Kimberley. Alors justement, il y a 4 facteurs pour définir le prix d'un diamant. Marie Semelin? Oui, il y a la taille, on en parlait tout à l'heure, vous l'expert gémologue, donc je parle sous votre contrôle. La taille, le poids, la pureté, la couleur, mais en anglais c'est beaucoup plus facile à retenir, n'est-ce pas? En anglais c'est les 4 C, donc c'est cut, clarity, color et carat. Alors expliquez-nous un petit peu le cut par exemple, la taille. Alors la taille, c'est la façon dont le diamant est taillé. C'est pas la forme qu'il a, hein. Ça c'est très important de le dire. Le carat c'est son poids, on parle de caratage. La couleur, comme son nom l'indique, ça part de extra blanc, pardonnez-moi, jusqu'à un petit peu bégeâtre, jaunâtre. C'est qualifié par les lettres de l'alphabet. En fait, ça commence par D. D, ça va être extra blanc. D comme diamant, c'est un petit moyen mnémotechnique. Et ensuite jusqu'à Z, où là, c'est vraiment importable. Et vos clients, en fait, c'est quoi le plus important pour eux? Alors parfois ils ne savent pas, donc c'est à nous de les orienter. Et il faut trouver le juste rapport entre justement la taille, le poids, la couleur et le... Alors moi on m'avait parlé de la pureté en me disant, je ne sais pas si c'est vrai, qu'un diamant pur, sans aucune aspérité, n'existait pas, ou alors que c'était un diamant synthétique, un diamant construit artificiellement. Après on peut décider si c'est du vrai ou si c'est du faux, mais que c'était très rare de prendre une petite loupe, d'être à zoom x10, parce qu'il me semble que c'est le critère qui est utilisé dans l'industrie du diamant, et de n'avoir 0 impureté. Alors ça existe, on peut prendre cet outil qui est l'outil vraiment principal pour un gémologue, qui est juste une loupe, x10, grossissant x10, et si on ne voit aucune impureté avec cet instrument-là, on décrète, et ce sera marqué sur le certificat d'authenticité, que la pierre est extrêmement pure. En tout cas, mesdames, on peut parler technique. Le diamant a toujours été présent dans la culture populaire, donc dans l'imaginaire. Oui, en préparant cette émission, on s'est rappelé un petit peu tous les films dans lesquels on a vu du diamant, à la fois dans les films de gangsters, où il y a forcément un gangster, un méchant qui court après un diamant parce qu'il a beaucoup d'argent, qui veut récupérer beaucoup d'argent, il y arrive ou il n'y arrive pas. Bien sûr, des films d'aventure, par exemple, À la poursuite du diamant vert, on en avait parlé, Michael Douglas, incroyable. Le diamant est un trésor, il part à sa recherche. Et bien sûr, tous les films et toutes les figures, on va dire, de Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, où là, c'est vraiment le diamant dans toute sa féminité. On ne peut pas les imaginer sans diamant, d'ailleurs. Exactement. Et on en parlait, vous m'appreniez des choses que je ne savais pas sur le diamant, depuis toujours, en fait, sur la mythologie qui va avec le diamant. Oui, le diamant a toujours été entouré d'une mythologie, justement. Alors, il y a certaines malédictions qui entourent le diamant. Ça peut être symbole d'amour éternel. Dans la mythologie gréco-romaine, par exemple, on dit que les flèches de Cupidon étaient surmontées d'un diamant. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'on parle d'amour quand on parle de diamant. C'est peut-être pour ça. Petite Marianne, pour une nouvelle question téléspectateur. J'aimerais vous partager le message de Noémie qui habite à Reims et qui nous demande s'il y a un moyen de reconnaître un vrai diamant d'info sans forcément avoir recours à un instrument professionnel qui serait à disposition. Alors à votre avis, y a-t-il un moyen facile de les différencier? Ah oui, j'ai. Alors Léa, un conseil? Alors, en effet, il y a un moyen de différencier un vrai diamant d'info, mais pour cela, il ne faut pas qu'il soit monté. Donc, je ne sais pas si on peut faire une petite démonstration là. Bien sûr. Je vous ai apporté un diamant de synthèse. Donc, c'est pas un vrai diamant, pardon. Alors, celui-là, vous allez nous le faire voir. Mais alors là, pas d'affolement, ça vaut rien. Ça ne vaut absolument rien. C'est un petit zircon. Voilà. S'il était vrai, on va le voir à la je ne sais pas si vous le voyez. S'il était vrai, assez gros, il ferait 3 carats à peu près. En tout cas, ce n'est absolument pas le cas. À l'œil nu, c'est impossible. Hein. C'est très difficile de le voir. Maintenant, donc pour voir s'il est vrai ou pas, il suffit d'avoir un stylo, une feuille blanche et de tracer un trait. D'accord. Vous posez la pierre au milieu de ce trait. Oui. Alors là, il aurait fallu un zoom, mais bon, tant pis, je vais vous expliquer. Si vous voyez le reflet de la ligne qui passe dans la pierre, c'est un faux. C'est un faux. Parce que le diamant, si j'avais posé un vrai diamant sur ce trait-là, il y aurait le trait avant, le trait après, et c'est tout. Car le diamant est une matière hermétique. Eh bien voilà, madame, comment reconnaître votre diamant. Et une des spécificités de l'industrie du diamant, c'est qu'on voit apparaître des nouvelles technologies qui révolutionnent complètement cette industrie.
Alors oui, juste pour finir, parce qu'il y a beaucoup de gens, qui nous ont posé la question pour reconnaître le vrai du faux. Vous m'avez aussi montré cette petite machine. Oui, alors nous on dispose en boutique d'une petite machine comme celle-ci qui nous permet tout simplement en apposant la pointe de la machine de voir si c'est un vrai diamant ou un faux. Donc là, comme j'ai apporté un faux, si je place le ça dessus, ça va pas biper. Mais si je prends, par exemple, je sors, j'ai apporté une petite bague. Alors on a des vrais diamants en studio, voilà faut le pas vrai le dire diamant. trop Je vous ai fort, mais- apporté une bague d'une de nos dernières collections. Et donc si je place ce petit objet dessus, ça va biper. Eh oui. Vous voyez, on entend clairement. ça devient vert, ça veut dire que c'est un diamant. Et là, on a une bague avec des diamants de couleur. Bon, alors, Marie, les nouvelles technologies qui révolutionnent le marché. Oui, les nouvelles technologies, c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour le marché du diamant. Pourquoi ? Parce que, comme nous le disait quelqu'un que nous avons rencontré, un professeur de gémologie pendant cette émission, eh bien, Mère Nature nous donne des choses. Parfois, c'est réussi, parfois, c'est pas réussi. Et les technologies nous offrent la possibilité de l'améliorer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut changer la couleur, qu'on peut changer la clarté. Et vous allez l'entendre, c'est lui qui va vous le dire, tout est bien du moment qu'on dit la vérité. Alors on verra ça dans quelques instants. En tous les cas, ces diamants sont beaucoup plus beaux. Alors dans ce cas-là, si on le voit dans quelques instants, je voudrais vous parler d'une technologie qui a révolutionné l'industrie du diamant. Peut-être que vous vous en servez. C'est une entreprise qui s'appelle Sarine. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils proposent une perception du diamant en 3D qui va montrer aux diamantaires, aux gémologues, toutes les aspérités du diamant, toutes les solutions qu'il a avec ce diamant. C'est-à-dire comment le couper en perdant le moins d'argent possible, parce que quand on le coupe, Dès qu'on perd de la matière, on perd de l'argent. Voilà, dès qu'on perd de la matière, on perd de l'argent, j'aurais pas pu mieux le dire. Et un diamant, vous voyez, c'est un caillou, un diamant, hein, c'est une pierre, avant qu'il soit taillé et qu'on en fasse quelque chose, c'est juste une pierre. Donc pour que cette pierre soit jolie et qu'elle ressemble à quelque chose et qu'on puisse la vendre à un prix élevé, il faut la rentabiliser, c'est-à-dire trouver la forme qui fera perdre le moins de matière possible. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette machine ? Elle fait une représentation 3D et elle dit ensuite, voilà, vous pouvez faire une pierre, une coupe de diamant, c'est comme ça qu'on dit, une taille de diamant avec cette pierre, ou vous pouvez la découper en 3 parties, faire 3 petits diamants, et ça va vous apporter... Je sais pas si vous vendez vous des diamants... C'est vraiment une façon d'optimiser le matériau brut, en réalité. Et cette machine, elle permet de modéliser la pierre brute et de voir ce qu'on peut en tirer de mieux. Des choses qui jusqu'ici étaient faites à l'œil nu. On va écouter justement la réaction de votre intervenant, elle est prête. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de moyens disponibles pour améliorer ce que Mère Nature nous a apporté. Ici, on parle de clarté et de couleur. Parfois, ce que Mère Nature a produit, eh bien, ça n'est pas de la super qualité et on peut essayer de l'améliorer. Tout va bien tant que les gens savent que la pierre a été traitée. Si vous ne le faites pas, alors vous êtes un arnaqueur et un menteur. Léa. Je confirme tout à fait ce qu'il vient de dire. Ouais. À partir du moment où vous dites à vos clients qu'on a affaire à une pierre traitée qui a subi des modifications pour améliorer sa couleur ou sa pureté, car généralement c'est de ça qu'il s'agit, on peut tout faire. Nous, on ne le fait pas. Personnellement, on ne le fait pas, mais c'est devenu courant. Allez, on retrouve tout de suite Marianne pour une dernière réaction. Oui, alors pour finir, un téléspectateur de Nice nous demande quelles sont les fraudes les plus courantes auxquelles il faut faire attention lorsque l'on veut acheter un diamant. Alors d'après vous, quels sont les pièges à éviter ? Le plus grand piège à éviter, c'est bien sûr de ne pas se faire avoir et de ne pas acheter un zircon ou une moissonnite. Moissonnite, c'est une pierre qui est extrêmement proche du diamant. Certains appareils comme celui que je vous ai montré n'arrivent pas à le détecter. Donc le maître mot, je dirais, c'est vraiment la confiance en votre revendeur, en la personne qui vous vend le diamant. Et c'est aussi ce qu'on a découvert en faisant ce reportage à la bourse de Ramat Gan, c'est que entre un vendeur de diamants et un acheteur de diamants, ici il y a vraiment le contrat, il n'y a pas de paperasse, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'huissier, on se serre la main et puis on peut plus dire non quoi, on peut plus changer d'avis, donc il faut pas se tromper parce que c'est des sommes d'argent évidemment assez importantes. Mais dites-moi Léa, pour vos acheteurs, quand ils viennent chez vous, est-ce qu'il y a finalement plusieurs sortes d'acheteurs ? Il y a ceux qui viennent qui veulent vraiment une pierre pure, et puis ceux finalement les impuretés c'est pas très grave puisqu'on ne les voit pas à l'œil nu et qui vont préférer une pierre plus grande. Alors en effet, mais là ça va beaucoup dépendre de la provenance du client. Nous dans nos boutiques on reçoit environ 50% d'Israéliens,
de clients locaux et 50% de touristes. Et là, ça va varier. Par exemple, un Américain ou un Russe va préférer une grosse pierre, quitte à ce qu'elle soit un petit peu moins jolie. Oui. Et un Européen va préférer une pierre un peu plus petite, mais qui soit bien blanche et bien pure. Et d'ailleurs, je termine là-dessus, on a constaté que la grande majorité, la moyenne de bagues de fiançailles qui se vendent font seulement un demi-carat. Oui, alors justement, Marie, vous pensez que c'est des nouveaux marchés, ça, avec ces pierres justement changées, avec des nouvelles technologies? Alors, ça offre de nouvelles possibilités, au sens où il y a des pierres avant qui n'étaient pas vendables ou difficilement vendables, qui désormais le sont. Mais effectivement, ça dépend quelle valeur on met dans le diamant. On voit mal la reine d'Angleterre, par exemple, on parlait des diamants de la couronne, accepter un diamant modifié. C'est quelque chose qui ne sera pas envisageable, parce que ce qui compte, c'est l'authenticité et la pureté. Justement, vous parlez d'authenticité, mais je voudrais quand même qu'on parle avant la fin de cette émission justement de l'achat sur Internet. On peut avoir confiance quand on achète un diamant sur Internet? Parce qu'on a l'impression que le certificat d'authenticité, bon, c'est facile d'en faire un faux. Hein. C'est pas si facile que ça de faire un faux, parce qu'en fait, le certificat d'authenticité, pardon, il comporte des filigranes qui sont incopiables, je sais pas si on peut dire ça, infalsifiables, et chaque diamant a un numéro qui, comme sur un billet de banque, qui peut être gravé sur le rond de disque, donc sur le tour du diamant, et ce numéro-là, vous allez le retrouver sur un certificat d'authenticité. Donc si votre revendeur sur Internet vous garantit que les pierres qu'il vous propose viennent avec un certificat d'authenticité d'une grande maison connue et reconnue, vous pouvez y aller, mais bon, j'y crois pas trop quand même. Marie, rapidement, qu'est-ce que ça veut dire, carat? Alors, oui, c'était l'appel de la fin, on se disait, mais d'où ça vient le mot carat? J'ai découvert que ça venait de la graine de caroube, que vous allez découvrir vous aussi. La graine de caroube a une spécificité, c'est qu'elle fait 0,200 grammes. 0,20 grammes. Qui porte bonheur d'ailleurs, d'après nos grands-mères, vous savez. Qui porte bonheur? Oui, d'après nos grands-mères, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci Léa d'avoir accepté notre invitation. Merci Marie pour tout ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Restez avec nous car l'info continue sur i24 News. Ne bougez pas.